La première conférence s'intitule Décrypter le cerveau entrepreneurial. C'est présenté par Industriel Alliance, animé par Catherine Lune Rollet, avec l'entrepreneur Christian Genet et deux chercheurs, Frédéric Holmes et Florence Gugliani, qui tentent de mieux comprendre ensemble le cerveau de l'entrepreneur. La question qu'on se pose, le cerveau de l'entrepreneur est-il différent et si oui, en quoi? Catherine Lune va vous les présenter en bonne et due forme. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps nous transmettre vos questions, vos commentaires. Florence restera avec nous en direct à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Catherine Lune Rollet. Je suis animatrice et pendant les 45 prochaines minutes, nous serons ensemble pour ce panel Décrypter le cerveau entrepreneurial. On se questionnera si le cerveau de l'entrepreneur a des caractéristiques qui lui sont propres, comment il fonctionne, parce que semble-t-il qu'il est un peu différent du cerveau des non-entrepreneurs. Nous allons aussi démystifier les particularités neuroatypiques de l'entrepreneur. Je pense entre autres aux gens qui ont un TDAH, parce que certaines études démontrent que les entrepreneurs, en fait, il y aurait 6 fois plus de cas de TDAH chez les entrepreneurs que les non-entrepreneurs. Donc, avec nous pour en discuter, 3 invités. Florence Guiliani, qui est professeure en entrepreneuriat à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur la santé des entrepreneurs, plus spécifiquement sur le sommeil. Elle s'intéresse aussi aux entrepreneurs neuroatypiques. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci de m'avoir. Avec nous aussi, en direct de la Belgique, il y a Frédéric Holmes, qui est expert en innovation, assistant professeur au HEC Liège. Son travail multidisciplinaire vise à étudier comment fonctionne le cerveau entrepreneurial grâce à l'apport précieux des neurosciences et de l'imagerie médicale. Ses recherches visent à comprendre ce qui pousse certaines personnes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou peut-être à ne pas se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là. Et finalement, avec nous, peut-être notre vedette entrepreneuriale, un entrepreneur lui-même, Christian Genet, propriétaire du Bouddha Station, une cantine virtuelle pour entreprises. Il est aussi conférencier en leadership. Alors, débutons avec vous, Christian. Peut-être nous raconter rapidement votre parcours, d'où vous venez et pourquoi vous êtes devenu entrepreneur. Alors, mon nom est Christian Genet, j'ai 47 ans. Je suis un fier TDAH, père d'une jeune adulte. Je viens du quartier Saint-Sacrement à Québec. J'ai grandi dans une famille un peu atypique et j'étudiais en droit pendant que je travaillais temps partiel et temps plein dans le crime organisé. En sortant de là un peu éméché, j'ai fondé le groupe Sushi Taxi avec 500 $ sur ma carte de crédit de mon 3,5. J'ai ouvert un OBNL de boxe à travers tout ça. Commencé à enseigner à l'école d'entrepreneurship de Beauce, vendu mon groupe Sushi Taxi. Je suis retourné à l'école à l'âge de 41 ans faire un MBA au MIT à Boston. Et en sortant de là, en janvier 2018, j'ai fondé Bouddha Station, une cafétéria digitale pour entreprises. Alors, voilà. C'est un parcours vraiment intéressant, atypique. On pourra voir avec nos chercheurs, effectivement, si beaucoup d'entrepreneurs ressemblent un peu à ce parcours. Est-ce que vous auriez pu être autre chose qu'un entrepreneur? Dans ma tête, à l'âge que j'ai maintenant, je vous dirais non. Par contre, je me souviens que étant jeune adolescent, où on ressentait beaucoup la pression de décider ce qu'on veut faire dans la vie, entre guillemets, parce que je trouve que c'est tellement une pratique qui est dépassée, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et ça pendant longtemps, puis je vous avoue qu'à 47 ans, j'avais toujours aucune idée qu'est-ce que je pourrais faire. Maintenant, d'autres. Mais est-ce que l'idée d'être un entrepreneur, ça nous amène un peu cette liberté, en fait, d'être maître de son propre destin, de son propre horaire, peut-être ce qui va bien aussi avec la réalité du TDAH, ou peut-être c'est plus difficile d'être dans un cadre très structuré? C'est sûr que c'est, disons, le premier avantage et définitivement ce qui, moi, m'a poussé personnellement vers l'entrepreneuriat, c'est la liberté de l'horaire, la liberté du défi, du challenge, de la croissance, de faire des collaborations.
mais aussi c'est un penchant négatif aussi parce que cette liberté-là devient celle que tu te donnes en tant qu'entrepreneur qui souvent, pour moi en tout cas, qui est une personne obsessive, ben, la liberté que tu t'octroies, ben, souvent tu la perds. Autant rentrer dans le trop de travail, le trop de ci, là, c'est facile de rentrer dans le trop. Donc, dans toutes les sphères de votre vie, y compris dans le travail, effectivement. Passons avec notre expert, Frédéric, le parcours que vient de nous dresser Christian. Est-ce que ça ressemble à un parcours un peu typique d'un entrepreneur? Est-ce que ça vous étonne qu'il soit lui-même entrepreneur, Christian? Je dirais non, sur base de cette première rencontre. Non. Ce qui nous a vraiment intéressé à l'époque, quand on a commencé à lancer ces recherches au niveau du TDAH, c'était justement de se dire chouette. Et il y a enfin un aspect positif à cette maladie qui fait qu'on met des enfants sous camisole, qu'on les enferme dans une forme de attention, il faut arriver à vous contrôler. On s'est dit, et puis, vu qu'on est passionné par l'entrepreneuriat et qu'on est chercheur en entrepreneuriat et qu'on enseigne l'entrepreneuriat, on s'est enfin dit, tiens, peut-être un parcours, une carrière qui pourrait convenir justement à ce type de personnalité. Et je pense que c'est un message qui peut être intéressant et qui vaut la peine d'être poussé, de dire voilà, il y a des manières de transformer cette notion d'hyperactivité, cette volonté d'avancer, cette volonté de liberté, et de l'utiliser justement pour faire des chouettes choses, pour avoir de l'impact pour soi et pour les autres. Donc je dirais non, pas surpris. Est-ce que pour vous, pourquoi on choisit d'être entrepreneur? Waouh! Pourquoi? Pour plein de raisons. Probablement, je pense que notre expert, et Christian, sera encore mieux placé que moi pour y répondre. Il y a plein de profils d'entrepreneurs, on en croise plein de différents. Il peut y avoir des entrepreneurs qui veulent avoir des impacts au niveau de la société, justement, essayer de résoudre des challenges auxquels on est de plus en plus confronté actuellement. D'autres qui vont vouloir se lancer dans le parcours entrepreneurial pour avoir une liberté, que ce soit être une liberté de prendre ses décisions, faire ses propres choix, mais également une liberté financière ou vouloir faire beaucoup d'argent. Donc je dirais chacun peut avoir des facteurs de motivation différents, mais je pense qu'il y a une logique qui est liée à l'autonomie en tout cas, qu'on retrouve chez de nombreux entrepreneurs. Pouvoir prendre ses décisions, faire ses propres choix, même si on est toujours lié à d'autres personnes. Est-ce que c'est pour ça aussi que certaines personnes ne seraient pas intéressées à devenir entrepreneurs? Je pense qu'on a tous en nous cette envie de pouvoir être libre, de pouvoir faire nos propres choix, de pouvoir faire bouger les choses. Je pense par contre ce qui fait que l'entrepreneuriat ne convient pas à tout le monde ou que tout le monde n'est pas appelé par l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'on doit faire face à énormément d'incertitudes, surtout au démarrage d'un projet. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et pouvoir prendre des décisions quand on n'a pas toutes les cartes en main, c'est quelque chose qui, pour certains, est facile à faire, ou en tout cas moins compliqué, et pour d'autres, est totalement impossible. Certains aiment partir en vacances en ayant tout planifié à l'avance, en sachant exactement à quelle heure ils seront et à quel endroit et devant quel hôtel. Et puis d'autres qui adorent partir avec un sac à dos et partir à l'aventure. Et je pense que ce parcours entrepreneurial, il n'est pas fait pour tout le monde. Et notamment, je pense que cette faculté à savoir prendre des décisions quand on n'a pas toutes les cartes en main, c'est ça qui fait qu'on va peut-être se sentir plus à l'aise dans ce parcours que dans un autre. Est-ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là que c'est inné ou acquis l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on a une réponse sur ce débat peut-être? Vaste question. Enseignant dans ce domaine-là, je pense que ça peut s'apprendre. On a probablement des prédispositions. Et c'est sûr que, par exemple, ce soir, on parle du TDAH. Il y a des traits de personnalité, il y a des choses qui vont faire qu'on va se sentir plus à l'aise pour aller dans ce parcours-là. Maintenant, je pense qu'une fois qu'on est dedans, on apprend et on continue au quotidien à apprendre à être entrepreneur, à s'adapter, à être flexible, à savoir prendre ses décisions, ces fameuses décisions quand on n'a pas toutes les cartes en main. Donc, je pense que ça s'apprend aussi. Et puis, il y a des compétences plus techniques.
que ce soit en termes managérial, financier, etc., qu'il faut quand même malgré tout pouvoir un peu acquérir pour pouvoir faire fonctionner son business correctement et proprement. Donc oui, c'est un mélange des deux, je pense. Est-ce qu'il y a peut-être aussi actuellement un effet de mode? C'est-à-dire qu'évidemment, le cas typique, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook. Donc, les jeunes se disent, je peux avoir une idée à 17 ans, devenir le troisième homme plus riche de la planète. Est-ce que pour cette nouvelle génération aussi, il n'y a pas cette idée qu'être entrepreneur, c'est cool et c'est peut-être facile, même si la réalité fait que c'est vraiment pas facile? Alors, je ne sais pas comment ça se passe effectivement de l'autre côté de l'Atlantique et chez vous au Québec, mais c'est sûr qu'ici, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un engouement. Il y a un peu un phénomène de rockstar. Il y a 10-15 ans, quand on donnait des ateliers, des formations à l'entrepreneuriat, il y avait peut-être 5-10 personnes dans la pièce. Aujourd'hui, on peut atteindre les 30-60 facilement. Il y a plein de facteurs probablement qui expliquent ça aussi, probablement la crise économique, le fait que les jeunes ont envie d'avoir leur propre emploi, le fait que c'est sexy, oui, dans la presse, c'est cool, c'est branché de pouvoir dire qu'on est entrepreneur aujourd'hui. Donc il y a tous ces phénomènes qui rentrent également en ligne de compte, mais je pense aussi que c'est lié au soutien qu'on apporte aux entrepreneurs qui était peut-être moins important il y a quelques années de ça et qui aujourd'hui est plus important. On va avoir des incubateurs pour des jeunes entrepreneurs où ils vont être aidés, où ils vont se sentir moins isolés. Donc tous ces phénomènes expliquent qu'on a probablement une sorte d'engouement pour ce type de chemin de carrière, oui. J'aimerais maintenant passer la parole à Florence, parce que Florence, vous êtes un peu spécialiste justement de ces entrepreneurs neuroatypiques, particulièrement ceux qui ont un TDAH. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pourquoi les gens qui donc vivent avec ce TDAH deviennent plus entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des explications scientifiques là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y a un corps de chercheurs qui commencent à s'intéresser de plus en plus à cette question. Comme l'a souligné Frédéric, il y a cette volonté de déstigmatiser un peu les TDA, les TDAH, la bipolarité, tout ce qu'on peut trouver qui permettent justement d'agrandir la connaissance en entrepreneuriat, la compréhension de ce qui pousse les personnes à se lancer dans cette carrière. Et donc, comme ce corps augmente, donc tout doucement, c'est quand même un champ très récent, 2018, on commence à sortir des travaux dessus. On essaye de comprendre qu'est-ce qui va pousser des personnes, par exemple le TDAH, à s'orienter plus vers une carrière entrepreneuriale. On voit que finalement, vous le disiez justement, que 6 fois plus de personnes TDAH se lancent en affaires. Je retournerai un peu la phrase en disant que la carrière entrepreneuriale peut être intéressante pour des personnes qui, comme l'a dit Christian, ont besoin de flexibilité. C'est le premier mot qui vient systématiquement. Cette capacité aussi de naviguer en eau trouble. Frédéric faisait mention de l'incertitude, la prise de risque. Et donc, c'est des choses qui permettent justement de sortir, donner une alternative à l'emploi salarié qui est cadré, qui est rigide, qui a des routines, vers quelque chose où on a plus de latitude décisionnelle, plus de flexibilité, avec ses avantages et aussi ses inconvénients. Mais peut-être aussi qu'il y a des grands avantages justement à vivre avec cette énergie particulière du TDAH qui peuvent servir aux entrepreneurs. Je pense justement à cette créativité, ce côté visionnaire, cette peut-être impulsivité qui va leur donner une marge de manœuvre plus grande que d'autres personnes qui peut-être baisseraient les bras plus rapidement. Exactement, vous avez mis le doigt sur une notion clé qu'on retrouve, donc comme je le dis, les recherches sont en train d'avancer sur ce sujet, mais il y a un mot qui survient systématiquement, c'est la question de la créativité on retrouve davantage chez les entrepreneurs ayant un TDAH. Donc cette capacité en fait à faire des connexions, à sortir des sentiers battus, à proposer des choses innovantes sans forcément se laisser
laisser alourdir ou mettre l'emphase uniquement sur tout ce qui est sécuritaire donc ça permet justement d'être plus créative, d'être plus proposition de choses nouvelles. Alors cette créativité se paye aussi, si vous me pardonnez l'expression, sur le dos de la bête, parce que c'est une créativité qui a un impact sur le sommeil, sur la propension à prendre beaucoup de projets en même temps, sur la propension à gérer tous ces projets-là, à les mener à leur finalité. Donc, c'est vraiment, on essaye de creuser ces aspects-là et la créativité notamment, et cette capacité justement à agir et à être dans la réactivité plus forte, sont des éléments très avantageux, notamment quand on est dans une carrière entrepreneuriale. Il faut prendre des décisions rapidement. Justement, parlons-en des symptômes du TDAH chez les entrepreneurs. Comment ils se manifestent? Alors, ce que la recherche nous montre, c'est que surtout chez les hommes, donc là on a des hommes, on a un cobaye, Christian, un cobaye homme, mais on voit justement, les recherches montrent que chez les hommes, ça a tendance à augmenter l'intention d'entreprendre. Et donc, ils sont plus favorables à avoir l'intention d'entreprendre quand ils se lancent dans cette carrière. C'est surtout associé à des syndromes d'impulsivité selon les travaux, justement, qui mentionnent cela. Et donc, l'idée derrière, c'est que la recherche de sensations est plus forte. Et cette intention d'entreprendre, du coup, est beaucoup plus importante. Le revers de la médaille, et là, généralement, où ça demande de la vigilance de la part des entrepreneurs, de leur entourage, des acteurs de l'écosystème, c'est d'avoir du soutien pour persévérer en affaires, pour persévérer dans la prise de décision plus proactive que réactive et à planifier à l'avance les décisions. Pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement? Comment il vous touche, les entrepreneurs qui vivent donc avec le TDAH ou toute autre forme neuroatypique? Alors, c'est vrai que de manière plus large, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, mes deux parents étant entrepreneurs, mais pour avoir beaucoup discuté avec des entrepreneurs neuroatypiques, il y a cette forme j'aime cette idée qu'on puisse choisir l'entrepreneuriat comme carrière et que ça aide aussi la société à se dire je suis peut-être différent aux yeux de certaines personnes et l'entrepreneuriat me permet de m'épanouir et de développer mon potentiel et d'apporter à la société de la valeur ajoutée. C'est des parcours très inspirants. J'entendais celui de Christian, un parcours extrêmement inspirant de voir qui se rapproche un peu du serial entrepreneur. Il a entrepris, après il a vendu, il a recommencé vers une autre entreprise. Et je trouve que c'est des personnes qui nous apportent beaucoup en entrepreneuriat, qui nous permettent justement de répondre à la question que vous aviez posée à Frédéric, pourquoi on se lance en affaires, et de comprendre finalement c'est quoi les convergences entre les neuroatypiques et les neurotypiques qui font que, quelle que soit leur nature, leur identité, ils choisissent cette carrière-là. Donc, ça pourrait être résumé comme ça. C'est vraiment leur unicité et la diversité aussi qui vous touche. Alors, Christian, j'aimerais maintenant m'adresser à vous parce que là, on parle un peu de vous depuis une dizaine de minutes. Ce serait bien de vous entendre à nouveau. Peut-être comment ça se vit pour vous, votre TDAH? Pour l'instant, ça se vit très bien. Ça n'a pas toujours été de la sorte. Au départ, quand on vieillit, à chaque changement, disons, hormonal, les gens qui, comme moi, sont sous médication, bien, souvent, ça doit être ajusté. Je fais partie du type de TDAH qui a toujours été médicamenté puis qui ne pourrait pas passer une journée de sa vie sans l'être. Par contre, ça vient aussi avec une routine, une discipline de vie qui vient aussi, disons, contrer les effets négatifs que le TDAH peut avoir, notamment sur l'organisation, la prise de notes, l'espèce de cercle vicieux d'une vie qui est beaucoup plus saine, comme l'entraînement, une méditation légère à tous les matins, et ainsi de suite. Alors, j'imagine qu'avec l'expérience, on apprend à se donner une discipline aussi. Plus on augmente la connaissance de soi, disons, encore une fois, pas nécessairement à cause qu'on est TDAH, mais comme entrepreneur, c'est important d'avoir une connaissance de soi qui est adéquate pour être capable d'avoir ensuite de ça une gestion de soi qui est efficace.
Je pense que le sport a longtemps pris, en fait, depuis très longtemps, une place dans votre vie. Je pense que votre père voyait le type d'adolescent que vous étiez, vous a encouragé, entre autres, à faire de la boxe. Comment ça vous aide, ce sport, cette pratique du sport dans votre vie? Mais en fait, encore à 47 ans, je pratique la boxe 5 jours semaine. Et puis, pour moi, c'est une activité qui est vitale. C'est probablement la seule qui réussit à me faire mettre le cerveau justement sur pause. J'essaie de placer ça dans mon horaire, dans des moments où justement, ça va amener une pause dans le milieu de ma journée. Souvent, ça se trouve à être entre 11h et midi ou quelque chose du genre. J'ai l'impression d'être reposer, d'avoir repris le dessus sur mes émotions, d'avoir le cerveau qui est clair, d'être capable de finir ma journée vraiment sur une belle note quand je fais ça dans le milieu de ma journée. Alors, pour moi, c'est une activité qui est essentielle. Est-ce qu'il y a ce bouton pause? Combien il est important pour vous pour justement passer à travers votre journée, pour être capable de prendre des bonnes décisions? Ben, le bouton pause, pour moi, là, il signifie pas 1 heure de boxe. Pour moi, c'est une activité de pause de mon cerveau, mais le bouton pause, justement, j'adore votre analogie parce que c'en est une que j'utilise à tous les jours. Et puis là, probablement que notre chercheur Frédéric, ça pourrait être quelque chose qui nous rassure. Lorsqu'arrive un événement, on ressent des émotions. Ensuite de ça, notre cerveau émet des pensées. Et puis, suite à ça, on a une réaction ou encore mieux, une action. Alors, quand on a un TDAH comme le mien, souvent, la réaction se fait à une vitesse assez abrutissante. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est à avoir un outil que j'appelle le bouton pause. Entre les pensées que mon cerveau peut développer suite aux émotions qu'il vive et ma réaction, j'ai appris à mettre une pause. Alors, peu importe, ça peut être dans une conversation avec quelqu'un, dire, je prends une pause de 5 secondes pour réfléchir à ce que je veux dire. Ça peut être de 24 heures sur un brouillon de email que je veux envoyer parce que je me sens fâché, déçu, agressé ou peu importe. Le bouton pause, pour moi, est un outil entrepreneurial et encore plus pour les TDAH qui est vraiment efficace. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être outils, stratégies que vous avez pour garder le focus? Là, on a parlé évidemment du sport, de ce bouton pause-là. Est-ce que les entrepreneurs devraient avoir un suivi avec quelqu'un, que ce soit comme un athlète un peu d'une certaine façon, que ce soit un coach, un psy, pour devenir encore des meilleurs leaders? Ben, le cliché dit seul on avance, en équipe on va vraiment plus loin. Puis il n'y a pas de meilleure, justement, comparaison qu'un athlète olympique ou un athlète professionnel. Autour d'eux, il y a toujours un coach, il y a toujours un soigneur, il y a toujours une équipe, un nutritionniste et ainsi de suite. Mais l'entrepreneur est pour moi un athlète du cerveau, quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui puis d'avoir une équipe autour de lui pour oser, viser, rester dans la meilleure version de lui-même presque à tous les jours. Alors, pour moi, la notion d'avoir un mentor ou d'avoir quelqu'un d'externe à nous qui a une distance, elle est nécessaire. Puis cette nécessité-là devient encore plus grande, plus on a du chaos dans notre vie d'entrepreneur. Florence, je me tourne aussi vers vous par rapport donc aux stratégies que développent les entrepreneurs. Tout à l'heure, vous nous parliez de l'impulsivité, de la créativité. Est-ce que les entrepreneurs devraient toujours s'arrimer ou s'accoter d'une certaine façon avec quelqu'un qui va pouvoir mettre en branle toutes leurs idées? Donc, un bras droit qui, lui, n'aura peut-être pas ces troubles neuroatypiques. Tout à fait. Je pense que quand on parle de diversité, il faut vraiment aussi parler d'inclusion. Et donc, il est certain que quand on est bien entouré, Christian faisait mention justement du soutien social d'une équipe, plus elle est complémentaire, plus elle est riche et plus on avance loin, si on peut reprendre l'analogie qui était mentionnée. Et effectivement, je pense que, sans que les études l'aient encore prouvé, donc ce n'est qu'une hypothèse à date, que savoir s'entourer notamment d'un bon second peut être un soutien, une aide pour justement tout entrepreneur, mais
un entrepreneur qui se connaît bien, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, mais de trouver une personne qui va le seconder, une personne de confiance, une personne aguerrie aussi au métier de l'entrepreneuriat ou dans le secteur d'activité, peut venir soutenir les faiblesses du leader ou de la leader de l'entreprise. Catherine, est-ce que vous me permettez de glisser un petit mot par rapport à ça? J'ai la langue vraiment là, qui est présentement à ce délit. Pour moi, la créativité, c'est un mot qui est tellement galvaudé dans le domaine de l'entrepreneuriat d'ailleurs. La créativité sans exécution est un rêve. Pour moi, la créativité est d'apporter une solution innovante et l'exécuter face à une problématique réelle. Ça, c'est de la créativité. Sans ça, on appelle ça un rêve. Merci, c'est effectivement un bon point. J'ai vu qu'on avait vu également Frédéric. Est-ce que Frédéric, vous êtes d'accord avec cette idée d'avoir peut-être un cofondateur ou du moins un bras droit qui pourra aider les entrepreneurs, qu'ils soient neuroatypiques ou pas? Alors absolument. Donc juste avant une micro-parenthèse, merci Christian pour ce dernier conseil. La créativité sans exécution est un rêve. Je vais me permettre de la noter pour la citer régulièrement. Elle était très bonne, effectivement. Elle est splendide, j'adore. Par rapport, oui, au cofondateur, je parlais d'un exemple plus personnel. Mon frère est entrepreneur en série aussi. Il a déjà créé plusieurs sociétés. Il m'a toujours dit la même chose. La plus grande chance que j'ai eue dans ma carrière d'entrepreneur, c'est de chaque fois croiser sur ma route quelqu'un qui était complémentaire à qui je suis. Et je pense que ce binôme, qu'il soit le cofondateur, qu'il soit un mentor, qu'il soit un coach ou quoi que ce soit, est indispensable. Et on en revient à ce que Christian disait tout à l'heure, se connaître soi. Une fois qu'on se connaît soi, ça permet fort probablement aussi de beaucoup plus facilement trouver ce binôme qui va nous compléter, qui va nous comprendre et qu'on va comprendre également parce qu'on comprend ses propres réactions, ses propres émotions et tout le reste. Donc oui, c'est indispensable et probablement encore plus dans le cadre justement de TDAH où cette hyperactivité est fort probablement un atout et les recherches doivent encore continuer à creuser certaines choses parce que c'est vrai qu'on montre que ça a un impact sur l'intention d'entreprendre, mais avoir l'intention ne veut pas dire l'exécution, ne veut pas dire l'action d'entreprendre, le fait de créer vraiment sa boîte. Et donc c'est ce qu'on voit aussi dans les recherches qu'on mène. On a un peu trouvé ça par hasard, mais en s'intéressant à des entrepreneurs qui viennent juste de créer leur entreprise et puis des entrepreneurs qui sont plus établis, qui ont déjà qui se payent un salaire, notamment depuis plus de 42 mois. Si on regarde les symptômes qu'ils décrivent en termes de TDA, au niveau de l'hyperactivité, ils sont au même niveau. Par contre, au niveau de tout ce qui est symptômes liés à l'attention et le manque d'attention ou l'inattention, on observe que chez les jeunes entrepreneurs, ces symptômes sont nettement plus élevés. Et il va falloir encore continuer à creuser certaines choses, mais ça laisserait supposer que justement, ça pourrait devenir un problème sur la longueur si on n'identifie pas très rapidement ce petit bémol. Et je me souviens récemment d'avoir parlé avec un entrepreneur que j'avais accompagné dans son premier projet. Et puis, il me dit, tiens, tu ne me reconnais pas? Excuse-moi, non. Et j'étais en train de le coacher sur son nouveau projet entrepreneurial. Et j'arrêtais pas de lui répéter toujours la même chose. Focus, tu as plein d'idées, tu débordes de plein d'idées, mais on va essayer de les mettre en ordre. Il faut que tu essaies de faire le point, que tu te mettes justement en pause pour faire le point et choisir ce vers quoi il faut aller, parce que là, ça part dans toutes les directions. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a reparlé lui en disant, tu sais, il y a 2 ans, tu m'as accompagné, je me suis planté. Et je dis, c'est une super occasion d'apprendre. Et il dit, j'ai appris, j'ai réalisé et j'ai été diagnostiqué avec un TDA. Et mon projet a capoté notamment parce que je partais dans toutes les directions et je manquais de contrôle. Donc on en revient à cet aspect du cofondateur, je pense ou du mentor ou de son ailier, je pense que c'est indispensable. Peut-être qu'on peut parler des autres. Oui, vas-y Christian.
Ça nous ramène quand même, Catherine, si vous me permettez, à la notion de départ. Je me rappelle de la question que vous avez posée à Frédéric, à savoir, est-ce que l'entrepreneuriat est une science, une vocation, un appel? Est-ce que c'est quelque chose qui s'enseigne? Je suis de l'école de pensée que l'entrepreneuriat est une science qui peut s'enseigner et s'apprendre. Et justement, la base est se connaître. La deuxième, savoir s'entourer. Alors, ça, là, se connaître et savoir s'entourer, ça n'a aucun lien avec le TDAH. C'est un lien direct sur la science de l'entrepreneuriat. Est-ce que oui, je vous vois hocher la tête, Florence, est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Il est certain que pour des entrepreneurs, savoir se connaître, c'est leur propre ressource, c'est leur ressource principale. C'est leur capital psychologique, c'est savoir au final de quel bois ils sont faits. Quand on sait de quel bois on est fait, on sait que est-ce qu'on plie sous la tempête, est-ce qu'on reste accroché. C'est vraiment un élément essentiel quand on se lance dans ce type de carrière, de savoir, OK, qui je suis, et puis de complémenter avec des soutiens sociaux, du soutien au sein de l'organisation, des acteurs de l'écosystème pour nous aider à avancer. Et pour faire aussi du pouce entre eux, et peut-être le lien avec ce qu'a signifié Frédéric, c'est vrai que les études montrent que entre l'intention d'entreprendre, on voit cette volonté forte, mais le quid de l'activité en elle-même, de continuer à performer quand on est entrepreneur, quand l'activité avance. Et c'est vrai que la question de l'inattention revient souvent dans les études. Et ça fait partie justement des échanges qu'on doit avoir en permanence avec les entrepreneurs pour bien valider que l'inattention fait partie ou non des choses à surveiller et dans quel contexte, et pour les aider à être dans des vigilances par rapport à ce phénomène-là. Quand on est le nez dans le guidon, quand on a faim, on a soif, on a envie d'avancer, on ne prête pas forcément attention à nos... Puis quand on commence en entrepreneuriat, on va plus parler de nos forces et on est plus dans une posture de leadership et de posture qu'on va y arriver que de parler plutôt de nos faiblesses. Et donc, je rejoins à la fois ce que Christian a dit et ce que Frédéric a dit, se connaître, et nous, en tant que chercheurs, apporter aussi des points de vigilance en disant, nous, ce qu'on observe, c'est que ce phénomène-là doit être porté à l'attention de l'entrepreneur, de son entourage, mais aussi du système d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial pour, avant un peu que la chandelle soit brûlée, apporter un soutien nécessaire et permettre le maintien dans l'aventure entrepreneuriale. Mais justement, allons-y avec les outils parce que je trouve que vous avez bien amené le sujet. Et là, je m'adresse à vous trois. Bon, Christian, vous nous avez dit qu'évidemment, le sport, ça vous a aidé, ce bouton pause. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres outils qu'on pourrait offrir aux entrepreneurs qui nous regardent actuellement, qu'ils soient neuroatypiques ou pas, pour passer à travers cette vie un peu difficile entrepreneuriale? Frédéric, je vois vos... Non, allez-y. Allez-y, Christian. Pour moi, l'envie d'apprendre de manière constante, ça a été important. Ça m'a permis de me remettre en question sans cesse, aussi de me remettre en plein nez ce qui étaient mes faiblesses et de continuer à évoluer parce que, vous savez, la société n'est pas fixe. Les besoins évoluent, les envies, les goûts évolue. On vient de le vivre dans les 2 dernières années, notamment avec la pandémie, ça se fait à un rythme effarant. Alors, pour moi, apprendre, c'est nécessaire. Et puis aussi, être appuyé au sein d'autres entrepreneurs, mais dans des environnements complètement différents. Parce que vous savez, les problématiques, peu importe qu'on vende des pièces de camions lourds ou qu'on ait une entreprise de placement de personnel ou une cafétéria digitale comme la mienne, les problématiques de cash flow, de ressources humaines, peu importe, sont tous les mêmes, sont juste appliqués à des milieux différents. Et de pouvoir se confier à quelqu'un dans l'entrepreneuriat, mais qui a une distance, souvent, ça a un effet d'appui moral, émotif, psychologique
qu'on ne pourra jamais avoir chez des proches. Et puis, ça nous amène aussi là, cette distance-là de lâcher prise sur des choses qu'on ne contrôle pas. Frédéric? Oui, apprendre. Clairement, la curiosité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel aussi. Un conseil que je donne souvent, on en revient aussi à cette logique du coach, du mentor, c'est de bien s'entourer, et notamment, par exemple, si on a un conseil d'administration, d'avoir dans ce conseil d'administration une personne avec qui on va pouvoir vraiment se confier, se livrer, aussi bien les bons moments que les moments plus difficiles, et avoir auprès de soi cet ailier qui va être là pour aider à prendre du recul. Le réseau, c'est quelque chose d'indispensable. Je le vois en côtoyant pas mal d'entrepreneurs. Ils disent tous la même chose. Il faut oser aller parler. Il faut rencontrer des gens. Il faut aller confronter ses idées. Il faut partager les difficultés qu'on traverse pour voir justement comment on peut aller chercher du support, de l'aide. Donc voilà. Merci, Frédéric. Florence, vous voulez nous parler du sommeil, j'imagine. Alors, il est important, évidemment, pour tout le monde, mais est-ce qu'il est particulièrement important pour nos entrepreneurs? Peut-être avant de parler du sommeil, si vous êtes d'accord, peut-être rebondir avec ce qui a été dit, que je trouve très pertinent, le groupe de support, notamment un support en termes de pairs. C'est vraiment, on voit tout au long que c'est une façon d'aider les entrepreneurs en période de difficulté. Là, les pairs sont vraiment un élément clé. J'aurais rajouté aussi le sens de la cohérence. C'est-à-dire toujours être en cohérence avec qui on est, ce qu'on veut faire et pourquoi on fait les choses. C'est un protecteur extrêmement important dans l'activité entrepreneuriale, puisqu'on quand même on choisit de se lancer dans cette carrière. Et les troubles, je parle de l'épuisement professionnel ou l'anxiété, etc., peuvent survenir quand on n'est plus en cohérence avec soi-même. On fait des choix qui sont en contradiction avec qui on est, nos valeurs et ce qu'on souhaite faire. Alors, pour fermer cette petite parenthèse, c'est vrai que le sommeil, c'est un peu mon dada. Et le sommeil, c'est vraiment une ressource clé. Alors, vous direz que je suis biaisée, c'est vrai, mais c'est une ressource clé qui permet justement d'être à la frontière entre la santé mentale et l'équilibre de vie, d'être aussi une sentinelle de problématiques plus importantes. Et c'est une variable qu'on peut gérer pour rester performant. Et donc, les études montrent que quand on a des problèmes de sommeil, que ce soit en qualité du sommeil ou en quantité, dès le lendemain, on voit des difficultés à innover, à rester créatif en termes de propositions de solutions innovantes. Et donc, l'idée derrière, c'est peut-être de mobiliser cette variable. S'il y a une variable à choisir, pour continuer à la gérer, de réfléchir à la régularité et pour amorcer comme une hygiène de vie. En tout cas, voilà, c'est sur une variable où je suis biaisée, mais ce serait ça mes conseils concernant le sommeil. Mais enfin, je pense qu'on peut aussi, entre autres, parler de l'importance de ce qu'on appelle la power nap. Là. Vous me disiez en pré-entrevue que 10-20 minutes de repos, un peu comme la boxe le fait pour Christian, peut vraiment nous aider après à être capable de passer au travers du reste de la journée. Tout à fait. Pour ceux qui sont capables de la faire, donc on n'est pas tous égaux face à ça, ça peut être aussi un outil de gestion du sommeil assez efficace. Car les études ont montré que c'est comme 20% des ressources cognitives qui sont récupérées après une power nap, donc une sieste flash. C'est moins de 10 minutes en général. Et donc, les études commencent continuent à explorer la question de la sieste, de la power nap. Mais pour ceux qui sont capables de la pratiquer, qui la pratiquent avec régularité, c'est un entraînement comme la boxe. J'imagine que Christian, si on vient d'arriver et qu'on commence à se dire on va faire 2 heures de boxe, on va avoir des courbatures partout, on aura peut-être de la difficulté à frapper. Mais pour la power nap, c'est un peu similaire. C'est un entraînement, on commence un pas à la fois et puis on voit si ça fonctionne pour nous et ça peut être un outil de gestion du sommeil efficace.
Alors, on se rappelle donc qu'il ne faut pas renier la quantité de sommeil qui nous est en fait, de laquelle on a besoin. Christian, je vous voyais sourire en coin quand on parle de sommeil. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous avez de la difficulté? C'est un grand défi pour moi, je l'avoue. Et en plus, je viens de passer un week-end très, très compliqué par rapport à ça. Parce qu'il y en a pas assez. Je vous ai confié plus tôt que je prenais de la médication pour le TDAH et souvent en fin de journée, la médication ne fait plus effet donc mon cerveau se met à tourner comme un peu une roulette de hamster. La fatigue peut s'emparer de moi, la fatigue physique et psychologique, faire en sorte que je m'endorme vite. Mais ça a une durée qui est très courte dans mon cas. Je suis le type de personne qui dort 4 à 5 heures par nuit. À travers tout ça, peut se réveiller 5 à 6 fois, se réveille sans cadran à 3h30, 4 heures du matin tous les matins. Puis ça, c'est dans un régime de vie normal. Il peut y avoir beaucoup pire. Voilà. Wow. Est-ce que ça vous étonne, Florence? Non. Non, parce que pour avoir passé en entrevue des entrepreneurs TDAH, Christian, c'est quelque chose qui revient assez souvent, les problèmes de sommeil. C'est vraiment la variable d'hygiène de vie qui est la plus problématique. La capacité à gérer les tensions du corps. Donc, pour vous, c'est la boxe. Pour d'autres, c'est la course. Pour d'autres, c'est du sport de manière intensive. Plus ou moins, la capacité à gérer ces tensions-là se fait assez bien. Mais le sommeil, c'est vraiment la variable qui est un peu, pardon l'expression casse-bonbon, qui est pas forcément facile à gérer et qui a un impact assez violent, assez important sur l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on essaye de faire de plus en plus d'études sur le sommeil pour savoir comment justement proposer des outils, une gestion du sommeil qui soit efficace en fonction des particularités aussi des personnes en face. J'ai vraiment l'impression que c'est un cercle vicieux qui est souvent dur à briser. Le manque de sommeil amène encore plus de manque de sommeil, encore plus d'agilité intellectuelle et ainsi de suite. Et c'est un cercle vicieux qui est très, très, très rigide, là, qui est dur à casser. Ah, complètement. Parfois, ça peut être grâce au soutien. Nous, on est en train de faire une étude où on propose aux entrepreneurs de porter une montre. Donc, c'est une montre qui permet de connaître les cycles du sommeil, d'autres signaux liés à la santé. Et puis, il y a un suivi avec une psychologue clinicienne, justement, pour aider avec des petits changements à briser ce système. Et puis, il faut savoir que plus on le fait, plus le corps s'habitue, plus c'est difficile à briser. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux ici. Et ça a un impact sur les capacités à prendre des décisions, sur l'humeur, sur comment on est avec les autres, sur sa gestion des difficultés. Et donc, on essaye, à travers justement ces outils-là et ce soutien-là, d'amener étape par étape. On ne dit pas à un ou une entrepreneur qui est dans cette situation-là, dors 7 heures et puis ça va aller. C'est vraiment, on commence par de la régularité et puis il y a des étapes qu'on va suivre pour instaurer des changements au fur et à mesure. Justement, Florence, peut-être rapidement... je peux vous faire une confidence? Je m'excuse, Catherine, de toujours interrompre. Fermez vos micros, là, puis tout le monde qui écoutait la conférence, je vais faire une confidence à Florence. J'avoue être pris dans un cercle vicieux en ce moment de manque de sommeil flagrant. Et puis, j'ai malheureusement vécu ça samedi soir dernier. Donc, il y a 2 jours où je revenais de souper chez des amis avec ma copine à 11h le soir et puis je me suis endormi au volant. Alors pour moi, ça a été le signal brutal, justement, là, en plein visage, de dire c'est rendu à un niveau où j'aurais pu en perdre la vie parce que j'ai pris le clos en voiture, j'ai fait un tonneau et puis les airbags ont déployé, puis ma voiture est perte totale. Ça aurait pu être très grave, tu sais, mais on embarque dans un cercle vicieux où on voit plus
solution à ça. On devient, puis on se dit toujours que c'est pas important, je vais être capable, ça va revenir, mais non. Alors, la preuve que les études que vous faites et probablement les solutions que vous allez proposer, ce sont des choses qui sont nécessaires pour les entrepreneurs définitivement qui ont un TDAH. Tout à fait. C'est vraiment nos études, si je peux prendre un petit peu de temps pour répondre et remercier aussi Christian de son témoignage. C'est important parce que le sommeil, c'est souvent considéré comme une variable d'ajustement. On va rogner sur son sommeil pour lire ses emails à minuit, comme si on pouvait y faire quoi que ce soit anyway. À minuit, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un? Et c'est toujours une variable qui va être ajustée pour faire d'autres activités. Et c'est pas forcément une variable qui, quand on commence à rentrer dans un cercle vicieux qui est difficile à retrouver, à regérer tout seul. Ça demande un soutien, ça demande un suivi et ça demande évidemment, comme pour aller à la boxe tous les jours, 5 fois semaine, de la volonté. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, surtout pour des entrepreneurs. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, ils ont beaucoup d'idées, il y a beaucoup de ruminations le soir, on se ressasse des choses et puis on doit prendre des décisions rapidement. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'on essaye de construire, c'est pour un peu soulager la vie de nos entrepreneurs et les aider à faire ce qu'ils font le mieux, entreprendre et puis créer de nouvelles idées. Donc, mais ça demande du soutien de la part de la communauté. En entrepreneuriat, j'aime parler, j'ai un adage qui dit Parvis Constance Longuet, qui est une citation que j'utilise, qui veut dire un petit pas chaque jour pour nous avancer vers l'objectif. Alors maintenant, je vais retenir celui-là par rapport au sommeil définitivement. Parfait. D'ailleurs, Florence, on peut peut-être, si on veut clore le sujet sur le sommeil, dire que l'important, c'est la régularité. Donc, toujours se coucher à la même heure. Ça, c'est vraiment ce qui va nous aider davantage, là, vraiment, par rapport au sommeil. Il reste très, très peu de temps. Je veux quand même céder la parole à Frédéric, juste qu'on parle un peu très rapidement de l'imagerie, de ce qu'on peut voir dans notre cerveau, de ce que vous avez vu dans vos études par rapport au cerveau de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, c'est vraiment le début du début du début. Donc, ça va nécessiter de faire encore plein d'études, ce qui est passionnant. Ce qu'on a observé, on a invité des entrepreneurs en série à venir faire un petit coucou dans une IRM en collaboration avec Steven Lorez, qui est justement au Québec, chez vous pour le moment. Et on va probablement relancer cette étude dans votre belle région. Donc, ce qu'on a observé, c'est que des autoroutes se créaient au niveau de régions du cerveau, de régions impliquées dans la prise de décision et de régions qui sont impliquées dans la prise de décision face à l'incertitude. Et quand on compare des entrepreneurs en série avec des personnes qui occupent plutôt des postes de management dans des grandes entreprises, on voit qu'une autoroute s'est créée entre ces deux zones et que la connexion entre ces deux zones est plus forte chez les entrepreneurs en série que chez les managers. Ce qui pourrait notamment expliquer cette capacité à prendre des décisions dans des contextes qui sont plus incertains. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où on n'a pas toutes les cartes en main. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à observer chez des entrepreneurs. Et le point de départ, pour en revenir juste aussi de cette étude, c'est finalement, on revient à ce qu'on discutait tout à l'heure aussi, le sommeil, la créativité, prendre des décisions. Il y a notamment une étude qui était le point d'allumage chez moi quand je suis tombé dessus. C'est une étude qui a été menée par un chercheur américain qui a invité des jazzmen à venir dans une IRM. Et ils jouaient du piano, un morceau qu'ils avaient répété, qu'ils devaient connaître. Et tout d'un coup, on leur demande donc de basculer en improvisation. Et qu'est-ce qu'on a pu observer, notamment dans le cerveau de chez ces personnes, c'est que la partie liée à l'émergence d'idées, à la créativité, s'allume. Jusque-là, rien de surprenant, mais surtout la partie qui est liée au jugement, à l'autocensure qu'on a dans notre cerveau, s'éteint complètement chez ces jazzmen quand ils rentrent en improvisation. Et on dit souvent que le sommeil est important pour restimuler la créativité. Moi, je dirais plutôt pour permettre d'abaisser ce seuil critique du jugement. Je pense que quand on est bien reposé, tout d'un coup, il y a des choses qui se produisent dans notre tête où on se dit « mais oui, bien sûr ».
voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut avancer. Et quand on est en manque de sommeil, peut-être qu'on a notre cerveau qui est, pour revenir à ce que disait Christian, constamment en activité. Et c'est trouver des méthodes pour arriver à le mettre en pause. Voilà, moi, ça m'ouvre plein de choses. C'est mon grand problème. Mon collègue va encore me redire en ressortant d'ici, focus, focus, Fred. Mais ça allume aussi plein de choses, la discussion qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc voilà. Donc je pense que savoir mettre en pause, c'est vraiment une grosse capacité. Peut-être que la mise en pause, quand on a moins de sommeil, est plus difficile à faire que quand on en a un peu plus. Mais je connais bien le problème, Christian. J'ai été pendant toute une période aussi très embêté par ces soucis de sommeil et c'est une plaie, mais il y a moyen d'en sortir. Alors justement, mettons-nous sur pause malheureusement parce qu'on doit s'arrêter. Alors d'abord, merci beaucoup Christian pour votre franchise, votre honnêteté. Ça a été vraiment très intéressant de vous entendre. Merci également aussi Florence Guiliani et Frédéric Holmes. J'ai beaucoup aimé votre regard plein d'amour pour Christian quand il parlait de sa réalité d'entrepreneur. On voyait vraiment que vous aviez de la sympathie, de la compassion, mais un intérêt véritable. Alors merci beaucoup à vous trois pour cette très belle entrevue, ce panel. Et Frédéric, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Catherine Lune. Bon retour avec nous en studio. Si cette conférence vous a plu, écrivez-nous pourquoi via le bouton sondage sous l'écran de diffusion. On a la chance d'avoir avec nous Florence Guiliani pour répondre à vos questions. Bonjour, Florence. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Ça va bien? Bonjour, c'est un vrai plaisir. Mais oui, ça va très bien. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comment on sent après de s'entendre et de se voir comme ça, d'écouter la conférence? C'est très spécial. J'avoue que ma main avait envie d'aller comme faire mute sur le bouton. C'est assez spécial, mais en même temps, ça permet aussi de voir aussi comment on s'exprime et puis de s'améliorer aussi dans sa communication, dans ses idées. Bien, donc, moi, je confirme. C'est aussi un avantage. Ça sonnait très, très, très bien. On a quelques questions du public pour vous, Florence. Donc, je commencerai avec une première question. La personne demande « Je suis un entrepreneur et je veux participer au développement de la recherche. Qu'est-ce que je peux faire? » Eh bien, d'abord, bienvenue. C'est vraiment bienvenue dans cette étude. En fait, c'est une étude qui porte sur le sommeil. Donc, comme on l'a vu, comme Christian nous l'a dit, c'est vraiment une problématique qui touche pas mal d'entrepreneurs. C'est vraiment une problématique qui est aussi à la frontière entre la santé mentale, l'équilibre de vie et qui est assez sentinelle sur d'éventuels problèmes en termes de santé mentale. Et donc, ça peut être une variable qui est à gérer, qui est à surveiller et qui peut aider. Donc, si vous sentez que vous voulez faire partie de cette expérimentation, vous pouvez me contacter directement. Je sais que l'organisation a mis à disposition un certain nombre d'éléments. Donc, vous pouvez me contacter à derrière-la-façade@gmail.com directement. Et donc là, je prendrai contact avec vous. Et sinon, m'écrire via le comité pour participer. Et donc, concrètement, de quoi il s'agit, en quoi vous vous engagez. Et donc, c'est une multitude d'études qui vont permettre de voir comment aider les entrepreneurs à mieux gérer leur sommeil en fonction de leurs particularités. Et donc, dans le cadre de cette étude, on peut vous proposer de porter une montre, notamment, qui va évaluer un certain nombre d'éléments sur le sommeil, bien sûr, mais d'autres éléments aussi sur votre activité physique. C'est une montre qu'une jeune start-up est en train de développer et donc il va vraiment discriminer entre quand vous checkez une main et quand vous faites vraiment de la boxe dans le cas de Christian. Donc c'est vraiment assez sensible et l'idée c'est d'accompagner un peu ce monitoring avec des entrevues avec une psychologue clinicienne pour vraiment aller creuser certains éléments, que ce soit vos croyances, vos attitudes, vos comportements autour du sommeil et ce qu'on observe aussi plus objectivement. D'ailleurs, on m'indique que dans la section documents de la plateforme, il y a les liens et tout sont disponibles. Donc, si ça peut vous aider, si vous êtes intéressé à participer, c'est disponible dans ce coin-là de la plateforme. Une autre question du public.
Ça va comme suit. Considérant la charge mentale des entrepreneurs et l'importance d'un sommeil récupérateur pour le cerveau, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui méritent d'être nommées pour améliorer le sommeil, autres que celles qui ont été abordées là, dans la discussion? Alors, c'est sûr que le sommeil joue un rôle clé hein, dans la capacité à fonctionner durant la journée. Donc, on avait parlé durant les échanges de la régularité. C'est vraiment la capacité à aller se coucher à des heures régulières. C'est un élément qui est certain. Il y a des chercheurs à l'université de Pittsburgh qui ont essayé de savoir un peu c'était quoi la notion sommeil, parce que c'était un peu une notion fourre-tout. Et donc, ils ont essayé de décortiquer les différentes caractéristiques composantes du sommeil. Et donc, je peux vous les proposer, comme ça vous permettre aussi de savoir où vous vous situez. Donc, la première, c'était de surveiller la qualité de son sommeil. On est tous plus ou moins capables de savoir si on a un sommeil de qualité qui permet finalement au réveil de se sentir avec de l'énergie et de capacité à fonctionner. Bien sûr, le nerf de la guerre, la quantité. Peut-être un petit conseil que je peux donner. Souvent, les entrepreneurs me demandent, mais comment je peux savoir la quantité dont j'ai réellement besoin? Et donc, nous, ce qu'on utilise, c'est le sommeil pendant les vacances. Bon, quand faut-il prendre des vacances, c'est certain, mais les fêtes de Noël s'en viennent. Donc, je vous invite à utiliser ce temps-là si vous le pouvez. Et l'idée derrière, c'est passer les premières 48 heures, 72 heures, où là, le corps va vraiment récupérer des effets de tension que les entrepreneurs peuvent accumuler durant toute l'année. Passer ce temps-là, eh bien, c'est un temps où finalement nos contraintes de vie sont un peu moindres. C'est-à-dire qu'on a moins d'échanges avec le travail, on a plus de focus sur soi. Et donc, ça permet un peu de savoir, considérant nos besoins biologiques, notre rythme de vie, certains éléments personnels, quel est le temps qui nous permet un peu de se régénérer. Donc ça peut être un indicateur à peu de frais, si je peux dire, pour savoir quelle quantité on a réellement besoin. Je vous invite à voir la quantité dont vous avez réellement besoin versus la quantité que vous faites en semaine. Ça peut aussi être comme stratégie du repos, accompagné ou non de sommeil, donc une sieste, ou simplement du repos. La sieste, ce n'est pas forcément systématiquement. Il peut aussi avoir des séances de repos, de relaxation. Je sais qu'il y a un atelier sur la relaxation. Et donc, pour récupérer un peu de ses capacités cognitives, c'est un bon investissement. On n'est pas tous capables de faire la sieste. Donc, pour ceux qui ne sont pas capables de faire la sieste, c'est plus un épisode de repos et de recentrage. Il y a aussi les troubles du sommeil. Il y a des entrepreneurs qui peuvent se réveiller de manière précoce, très tôt le matin, et puis pas être capable de se rendormir. Il est 3 heures du matin, on a les yeux grands ouverts, pas capable de se rendormir. Là, je leur dis, si vous n'êtes vraiment pas capable de vous rendormir, peut-être que, étant donné qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a personne pour vous embêter, il n'y a personne pour vous monopoliser votre attention, il y a peut-être des réflexions un peu plus en profondeur que vous pouvez avoir sur votre travail, sur votre vie, en termes de stratégie que vous pouvez commencer à réfléchir à ce moment-là, quitte à, durant la journée, récupérer de cette pression du sommeil. Donc, il peut y avoir aussi d'autres stratégies à ce niveau-là. Et puis, la rumination. Donc, ceux qui pensent, qui repensent, qui dépensent dans tout ce qu'ils ont fait durant la journée avant de se coucher. Donc là, il y a aussi des stratégies de pleine conscience, des stratégies de relaxation ou toutes sortes d'activités. Je me souviens un jour que dans une interview que Serge Beauchemin disait que lui faisait des mots croisés avec sa blonde pour se changer les idées avant de se coucher. Donc, ce qui vous va au final pour un peu casser ce phénomène de rumination qui, si est ponctuel, ce n'est pas grave, mais si vous sentez que vous avez de la difficulté à vous endormir, ça vous prend au minimum 30 minutes pour vous endormir, au moins 3 fois par semaine et plusieurs semaines par mois, là, on commence à rentrer dans un trouble du sommeil. Donc, il est important de trouver des stratégies pour s'en défaire. Est-ce une autre question toujours du public, il y a été question pendant la conférence de TDAH, mais est-ce qu'il y a d'autres prépondérances avantageuses dans les cas neuroatypiques pour être entrepreneur?
Tout à fait. C'est vrai que les études, principalement, en tout cas dans le champ de l'entrepreneuriat, s'intéressent beaucoup au TDAH parce que on a observé depuis, c'est très récent, hein, depuis 2015 à peu près, 2018, il y a beaucoup de travaux qui sont sortis que notamment l'impulsivité pouvait conduire des entrepreneurs à se lancer dans l'activité entrepreneuriale. Donc on a parlé aussi de la créativité. Les études montrent que la créativité est aussi quelque chose qui est favorisé dans ces contextes-là. Et donc, la question, c'est de la gestion de la créativité et puis des ressources que ça consomme et ce que ça peut générer pour être créatif. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas mentionné, qui est l'hyperfocus, qui permet aussi à certaines personnes TDAH de travailler de manière concentrée pendant des heures sur un projet, sur quelque chose qui les anime et qui a des effets positifs, mais aussi négatifs quand c'est associé à la gestion du temps, la gestion des délais, etc. et du relationnel pour l'entrepreneuriat. Donc ça peut être très positif parce qu'on se concentre sur son projet, on se concentre sur des tâches importantes. Encore faut-il le gérer pour ne pas perdre un peu de vue l'ensemble de la tâche qui est demandée quand on entreprend. Surtout qu'on parlait plutôt de gestion du sommeil, comme ça, une période d'hyperfocus, ça peut empiéter sur une bonne nuit de sommeil facilement. Tout à fait, tout à fait. Et pour terminer, dernière question, Florence. En résumé, quels sont les objectifs de la science qui étudie le cerveau de l'entrepreneur? Eh bien, vous savez, cette étude, je pourrais dire que ça a commencé, en tout cas pour moi, dans mes débuts de recherche, ça a commencé dans les années 2000, quand dans le champ de l'entrepreneuriat, on a commencé à s'interroger sur la cognition entrepreneuriale. Ce qui nous intéressait de savoir, au final, qu'est-ce qui fait que des personnes vont se lancer en affaires. On était parti du principe qu'il y a une différence entre ceux qui décident de se lancer et ceux qui décident de ne pas se lancer en affaires. Et on se disait, mais à quoi pense, c'est quoi le processus de réflexion, c'est quoi les schémas mentaux, qu'est-ce que les comportements, les attitudes de ces personnes qui décident de se lancer en affaires. Finalement, c'est quoi leur cognition? Et donc, ça a commencé dans les années 2000. Là, on est en 2021. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on essaie de réfléchir à cette thématique-là. La recherche évolue avec la société. C'est-à-dire qu'avant, en 2000, on ne parlait pas de nos entrepreneurs neuroatypiques. On était plus dans des neurotypiques, de savoir qu'est-ce qui les pousse à l'action, on parlait de prise de risque, etc., etc. Donc, je veux dire que c'est une science qui est en évolution, qui est assez récente. On est très peu dans le monde à s'intéresser sur cette thématique-là. C'est une thématique assez particulière où il faut savoir où on se situe, c'est-à-dire moi je suis prof en entrepreneuriat, je ne suis pas professionnelle de la santé, et donc c'est important d'avoir une équipe qui est transdisciplinaire et de savoir où notre connaissance commence et s'arrête en tant que chercheur. C'est pas forcément évident, et donc c'est vraiment une recherche on veut savoir au final qu'est-ce qui distingue les entrepreneurs des autres et c'est quoi leur système de pensée, leur réflexion et sur quoi ils agissent au final et comment ils agissent. Et donc, je pense que ça va continuer bon train. Je sais qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à la biologie et l'entrepreneuriat depuis 2015. Il y a des collègues qui s'intéressent à la génétique et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a le gène de l'entrepreneur? Ils ont fait une étude sur des jumeaux pour voir s'il y avait des différences génétiques. Donc, c'est une thématique qui va quand même bon train. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la réponse absolue, mais voilà, il faut rester en phase avec les différentes recherches sur ce sujet-là. Bien, c'est un jeune champ de recherche, puis je sens qu'il y a vraiment plein de développements qui s'en viennent. Ça va être intéressant. J'aime beaucoup l'idée du gène aussi, là, comme assigné à la naissance, potentiel entrepreneur. Ça peut être intéressant à savoir. Merci beaucoup, beaucoup, Florence, d'avoir participé, d'avoir répondu aux questions du public. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation de conférence et puis je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Parfait. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, il y a dans la section documents, il y a beaucoup de choses par rapport à la conférence de Florence. Donc, ne vous gênez pas, allez consulter ça. Il y a aussi des contenus par rapport aux autres présentations. Bonne journée, Florence. Bonne journée à tous. Au revoir.